On va s'arrêter sur une enquête du New York Times qui montre à quel point la situation est gelée, déjà, avant même l'hiver, si je puis dire. Regardez cette carte donc, qui est basée sur vous allez voir des données de l'Institut de la guerre. Au départ, les deux camps avaient commencé le début de cette année 2023 avec de grandes ambitions. C'est ce que rappelle le New York Times. Et puis, finalement, alors on distingue sur cette carte les gains, ce qui a changé de chaque côté. Alors, si, j'essaye de comprendre cette carte. Ce qui est en bleu, ce sont les gains ukrainiens. Vous voyez, ils sont tellement petits qu'on a du mal à les distinguer. Et ce qui est en rouge, ce sont les gains russes. On les voit derrière les petits ronds. C'est tellement petit que sur cette carte, on les voit à peine. Et ça, ce sont les gains depuis le début de cette année. Gains territoriaux de la Russie et de l'Ukraine depuis le 1er janvier. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pertes considérables. Mais ça veut dire que dans le fond, c'est un jeu à somme nulle, quasi nul aujourd'hui. Et je voudrais juste vous montrer encore un schéma général. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il y a eu un mois dans cette année où il y a eu zéro gain. On sait que depuis le printemps, il y a eu un mois 0,08%, 0,02%. Au mois d'août, le résultat des combats, c'est 0%. C'est la première fois depuis le début de la guerre, c'est l'Institut de la guerre qui nous en informe. Général, vous vouliez réagir tout de suite? Oui, parce que quel est l'objectif? L'objectif est-il de gagner du terrain ou de détruire l'adversaire? Et c'est pas la même chose du tout. Or, sur les gains territoriaux, évidemment, ils sont très minimes. En revanche, sur la destruction de l'adversaire, il y a des points très importants à retenir. Les frappes sur la Crimée en ce moment, avec frappes sur le PC de la marine, destruction des défenses antiaériennes russes, le fait que les Russes aient arrêté le couloir de céréales qui amenait les bateaux vers le détroit et que les Ukrainiens l'utilisent quand même. Ils ont créé un couloir et en fait ils passent très près des côtes pour être sous la protection en fait des armes de l'OTAN, puisque c'est la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie in fine. Donc ça veut dire que l'objectif de gagner du terrain, pour l'instant, ne provoque pas effectivement les renversements qu'on pouvait attendre, mais que le but est bien la destruction de la puissance russe dans cette région-là, et que sur la Crimée, en tout cas, c'est en train de progresser sérieusement. Et dans l'objectif que s'était fixé le président Poutine, oui, qui était d'interdire le transfert de céréales, eh bien, il est en train de perdre. Donc, sur la mer Noire, il est en train de perdre. En Crimée, il est en train de perdre. Mais c'est vrai que sur le terrain dans le Donbass et dans la région de Zaporijia, il a que... Mais... Et les Ukrainiens aussi. De toute façon, c'est factuel, ces données. Donc, sur le terrain, comme vous le dites, sur le front sud, sur le front de l'Est, il n'y a aucun gain, pratiquement. Ouais, exactement. Et la question qu'on se posait il y a quelques instants, ça repose. Ça risque d'effriter le soutien occidental, d'avoir si peu de gains. Parce que la Crimée, c'est spectaculaire, mais ce ne sont pas des gains territoriaux. Non, mais les Occidentaux sont au courant. Les Occidentaux sont au courant, c'est-à-dire qu'ils essayaient de réorganiser leurs munitions, par exemple, qu'ils pouvaient envoyer à l'Ukraine. L'Union européenne a signé ses premiers contrats collectifs pour les munitions pour l'Ukraine. Il y avait une volonté de se réorganiser, de réorganiser leurs propres stocks. Donc ils sont au courant qu'il y avait une certaine lenteur dans ce qu'ils pouvaient donner à l'Ukraine. Donc à partir de ce moment-là, on a vu à quel point l'Ukraine faisait face aux mines qui étaient sur le terrain. Il ne suffit pas non plus d'avancer, il faut aussi garder ce terrain-là. On ne perd rien à ne pas avancer. Ça, c'est ce que dit une chercheuse à propos de la Russie. Sous-entendu, on gagnerait plutôt. On ne perd rien à ne pas avancer. Et la question, c'est quand même, je vous la repose, c'est quand même le risque du soutien occidental. Quand les opinions publiques verront les gains depuis le mois de janvier versus les investissements,
eh bien, c'est peut-être très mauvais, très toxique. On le voit d'ailleurs dans la communication des Ukrainiens, juste avant l'Assemblée générale de l'ONU, ils disent on est en train de faire des percées, ça bouge. C'est vrai que c'est un discours peut-être plus politique que strictement militaire. Ça a quand même, c'est pas complètement sans signification non plus, le fait que le front n'arrive pas vraiment à bouger en dépit des efforts des Ukrainiens. Mais c'est pas non plus la fin de l'histoire, en effet. Et les surveillances satellites actuelles montrent qu'il y a des combats très intenses, que effectivement les lignes arrières russes, la logistique en Crimée est quand même pas mal atteinte. Est-ce qu'un jour ça peut provoquer cet effet de basculement des dominos que tout le monde espère? On nous en parle depuis des mois et on ne l'a pas encore vu, quoi. Ce que ça peut créer, c'est le chaos. C'est le chaos au sein même des sociétés occidentales qui voient justement que leur argent ne sert, entre guillemets, pas à grand-chose sur le terrain. Mais par exemple, pour les Américains, ce n'est pas l'opinion publique qui vote ces budgets-là accordés à l'Ukraine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On va voir pendant la campagne. Du Congrès. C'est les membres du Congrès. Donc, à partir du moment... Justement, ils sont en train de ne pas vouloir les voter. Donc. La Russie essaie d'attendre que l'Occident lui tourne le dos. C'est ce qu'écrit... Tourne le dos à l'Ukraine, oui. Oui, bien sûr. C'est d'attendre que l'Occident tourne le dos à l'Ukraine, naturellement. Oui. Vous avez raison. C'est ce qu'écrit la chercheuse au King's College de Londres, Marina Miron. Oui. D'accord. Toujours, malheureusement, quand on met toutes les briques les unes sur les autres. Mais je crois que les Russes se font des illusions parce que enfin, on ne lâchera pas l'Ukraine. On a fait un trop gros effort. Ça serait une défaite de l'Occident face à la Russie. Donc effectivement, on est dans un schéma de guerre longue. La seule chose qui peut se dire, c'est que le schéma de la guerre longue, l'Ukraine en souffrira 10 fois plus que la Russie parce qu'il n'y aura pas d'investissement. L'argent ne se concentrera pas sur l'Ukraine alors qu'elle a une capacité de croissance considérable et qu'en effet, Poutine a réussi à préserver, disons, une société civile russe qui est immunisée en dehors de la guerre. Donc en fait, je ne pense pas que l'Occident lâchera l'Ukraine, je ne le crois pas. Vous êtes aussi optimiste que Jean de Glignasti? Il y aura une baisse de régime, peut-être. Alors, la faiblesse des Occidentaux réside dans leur force qui est la démocratie. Je m'explique, il y a des élections à peu près tous les 6 mois. Hein. La Slovaquie, nous en parlions, c'est ce week-end. La Pologne, c'est dans 15 jours. Or, les gouvernements vont être réélus et il est certain que je n'ai à vous offrir que des pleurs, du sang et des larmes. C'est pas très porteur pour les élections. Donc, il est probable que c'est la faiblesse. Mais ils doivent mobiliser les populations pour maintenir. Simplement, aujourd'hui, à Kiev, a lieu une réunion, un forum défense, dans lequel M. Lecornu est présent, le ministre français, le ministre britannique, et des industriels. Et le but, c'est aussi d'installer l'industrie de guerre en Ukraine. C'est-à-dire d'arrêter les cessions, c'est fini, on n'a plus rien à donner, quasiment, à peu près. Mais il faut que les industries fonctionnent et puissent approvisionner. Et qu'elles puissent approvisionner depuis nos territoires, mais aussi en Ukraine. Réparer les engins, parce que la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils sont détruits à chaque fois. Ils sont abîmés. Il faut les réparer. Il faut les réparer en Ukraine. Alors, donc on voit bien que l'Occident est en train de s'organiser pour une guerre longue également. Et en appui de ce que vous dites, Sébastien Lecornu, hier arrivé à Kiev, a, lui, dit on restera, on maintiendra. Alors cette guerre peut durer. Et moi je veux redire aussi notre confiance dans l'endurance et le courage de l'armée ukrainienne pour réussir cette contre-offensive. J'insiste, ça veut dire qu'on va continuer à céder, mais lorsqu'on n'a pas d'autre solution. Et bien sûr, sur certains équipements consommables, comme par exemple les munitions. On ne pourra pas le faire sur tous les équipements, on le sait déjà, mais sur certains objets très concrets, c'est possible. Alors, Jean de Glignasti, le général et Margot disent l'Occident ne va pas fléchir dans son soutien. Vous êtes d'accord ? Je crois qu'il y a une prise de conscience, effectivement, depuis quelques mois, après avoir cru que la contre-offensive allait tout résoudre à la faveur de l'été. Je crois que les Européens en particulier ont compris qu'eux-mêmes devaient se mettre dans une posture de temps long et de guerre longue, et qu'ils commencent à le faire. Le problème, c'est que notre soutien n'est pas suffisant pour changer la donne et le rapport de force sur le terrain. On a bien vu comment les entraînements de l'OTAN portaient des fruits très mitigés, comment les Américains se voient répondre « Oui, mais vous ne faites jamais la guerre sans soutien aérien, et nous, on doit faire la guerre sans soutien aérien. » Et le soutien aérien n'est toujours pas là. Donc,
la question, c'est quand même, ça va être très long. Effectivement, si on arrive à fournir aux Ukrainiens non seulement de l'aide militaire, mais surtout une industrie de défense de bon niveau, voire de pointe, et qui va rester. Peut-être, ça va prendre des années, mais peut-être que dans quelques années, les Russes vont être désagréablement surpris de voir quelle puissance a acquis l'Ukraine entre-temps. Seulement, il faut tenir jusque-là. Quelle puissance a acquis ? Bien sûr, si tout l'appareil militaro-industriel européen et américain contribue à la montée en puissance de l'équipement militaire ukrainien, dans 5 ans d'ici, disons, on peut avoir une armée ukrainienne qui a une toute autre figure que celle qu'elle a aujourd'hui. En clair, la première armée d'Europe. La Pologne annonce qu'elle peut devenir la première armée d'Europe, sauf qu'elle ne fait pas la guerre. Alors que l'Ukraine l'a fait et peut devenir la première armée d'Europe. Margot. Il ne faut pas minimiser non plus le rôle du secteur privé là-dedans. C'est-à-dire qu'en plus de l'OCORNU, il y a le ministre de la Défense, il y a des industriels qui sont également sur le terrain. C'est également le cas à chaque fois qu'il y a des rencontres américaines, avec notamment des entreprises comme Google, l'ancien patron de Google qui apporte des fonds pour les drones. Donc il ne faut pas minimiser cette puissance du secteur privé.